Mars 1945. Indochine française. En quelques heures, 2000 soldats français sont massacrés par leurs propres alliés japonais dans une trahison sanglante que personne n'avait vu venir, malgré les avertissements ignorés des services secrets. Mais dans les montagnes du Tonkin, quelque chose d'extraordinaire se produit. 800 Français, affamés et à court de munitions, transforment les chasseurs japonais en proie d'un arbre terrorisé, forçant l'ennemi à écrire dans leurs journaux « Nous ne les voyons jamais. La forêt elle-même nous combat ». Qu'est-ce qui a poussé ces soldats japonais, réputés pour leur férocité, à avouer qu'ils craignaient désormais les Français plus que la mort elle-même? Le soleil se lève à peine sur Hanoï quand les premiers coups de feu éclatent dans la nuit. Il est exactement 5h30 du matin. Les soldats français dorment encore dans leur caserne. Ils ne savent pas que leur vie va changer dans les prochaines minutes. Pendant 4 ans et demi, depuis septembre 1940, les troupes japonaises et françaises ont vécu côte à côte en Indochine. Ils partagent les pétards, les mêmes rues. Ils boivent parfois ensemble. Les officiers français pensent que cette paix va durer. Ils ont tort. Dans tout le pays, 50 000 soldats français se réveillent sous les balles. Les Japonais attaquent partout en même temps. À Hanoï, à Saigon, à Haiphong, dans les petits postes isolés de la jungle. L'opération porte un nom, Meigo. Cela signifie « lumière brillante » en japonais. Mais pour les Français, c'est l'obscurité totale qui arrive. En 6 heures seulement, 2000 hommes sont tués. Leurs corps tombent dans les cours des casernes, dans les rues, sur les remparts des forts. Le sang coule sur la terre rouge d'Indochine. Le général Mordant commande toutes les forces françaises. Son bureau se trouve dans un grand bâtiment blanc au centre de Hanoï. Sur son bureau, des cartes montrent les positions de ses troupes. Il y a aussi des rapports. Beaucoup de rapports. Certains datent de 3 semaines, d'autres de 10 jours. Tous disent la même chose. Attention, les Japonais préparent quelque chose. Les services de renseignement ont vu des camions pleins de soldats bouger la nuit. Des armes sont cachées près des casernes françaises. Des officiers japonais posent des questions bizarres sur les défenses françaises. Mais Mordant ne lit pas ces rapports avec attention. Il pense que les Japonais respectent l'accord. Il croit que Vichy et Tokyo sont amis. Il se trompe complètement. Dans un petit bureau au 2e étage du même bâtiment, le capitaine Robert Catroux travaille toute la nuit. Il a 34 ans. Ses cheveux sont noirs. Ses yeux sont fatigués de lire des documents à la lumière d'une lampe. Catroux est officier de renseignement. Son travail est de savoir ce que l'ennemi pense et prépare. Depuis 3 semaines, il écrit rapport après rapport. Il compte les mouvements de troupes japonaises. 40 camions ici, 60 soldats là, 300 fusils cachés dans cet entrepôt. Les chiffres racontent une histoire claire. Les Japonais vont attaquer. Catroux en est certain. Il apporte ses rapports au général Mordant. Il les pose sur le grand bureau. Il explique les chiffres. Il montre les cartes. Il dit que l'attaque peut venir dans 1 semaine, peut-être 2. Mordant le regarde avec des yeux froids. Il dit que Catroux voit des problèmes partout. Il dit que les Japonais ne sont pas fous. Pourquoi attaquerait-il maintenant que l'Allemagne perd la guerre en Europe? Cela n'a pas de sens. Les autres officiers dans la pièce hochent la tête. Ils sont d'accord avec le général. Catroux est trop inquiet. Il voit des dangers qui n'existent pas. Un colonel plus âgé rit même un peu. Il dit que Catroux devrait prendre des vacances. Ses nerfs sont fatigués. Catroux sort du bureau. Il descend les escaliers. Dans la rue, l'air est chaud et humide. Il est 6 heures du soir. Les gens marchent sur les trottoirs. Des vendeurs crient pour vendre leurs fruits. Des enfants jouent près d'une fontaine. Tout semble normal et calme. Mais Catroux sent quelque chose de différent dans l'air. Il regarde vers l'est. Là-bas, le soleil se couche derrière les montagnes. Le ciel devient rouge et orange. Demain, pense Catroux,
Le ciel sera peut-être rouge pour une autre raison. Cette nuit-là, Katrou ne dort pas. Il reste à son bureau. Il relit tous ses rapports. Les chiffres sont clairs. 3000 soldats japonais sont arrivés à Hanoï dans les 15 derniers jours. Ce n'est pas normal. Les entrepôts près du port sont pleins de munitions nouvelles. Les officiers japonais ont annulé toutes leurs permissions. Ils restent dans leur base. Même le colonel Nakamura, qui aime boire du vin français dans les cafés, ne sort plus depuis une semaine. Tous ces détails forment un puzzle. Et Katrou voit l'image finale très clairement. À minuit, il écrit un dernier rapport. Il utilise des mots simples et forts. Il écrit que l'attaque va venir dans les prochains jours. Il écrit que 50 000 soldats français vont être pris au piège. Il écrit que beaucoup vont mourir si personne ne les prévient. Il met le rapport dans une enveloppe. Il monte les escaliers vides. Il glisse l'enveloppe sous la porte du bureau du général. Puis il redescend. Dans la rue, tout est silencieux. Les étoiles brillent dans le ciel noir. Katrou marche vers sa chambre. Il sait qu'il a fait son travail. Maintenant, c'est aux autres de décider. Le lendemain matin, l'enveloppe reste fermée sur le bureau du général Mordant. À 5h30, les coups de feu commencent. Les Japonais entrent dans les casernes françaises. Ils tirent sur les hommes qui dorment encore. Ils lancent des grenades dans les dortoirs. La surprise est totale. Les soldats en or français n'ont même pas le temps de prendre leurs armes. Certains meurent dans leur lit. D'autres tombent en courant vers les sorties. En 1 heure, 1000 hommes sont morts. En 6 heures, 2000. Sur 50 000 soldats français en Indochine, seulement 5000 réussissent à s'échapper. Ils courent vers les montagnes au nord. Ils courent vers la Chine. Ils laissent tout derrière eux. Katrou est dans sa chambre quand il entend les premiers coups de feu. Il saute de son lit. Il met son uniforme. Il prend son pistolet et 3 chargeurs de munitions. Il sort dans la rue. Partout, c'est le chaos. Des soldats français courent dans tous les sens. Des civils crient. De la fumée monte des bâtiments qui brûlent. Katrou comprend immédiatement. Son pire cauchemar devient réalité. Les Japonais attaquent. Et personne n'était prêt. Personne sauf lui. Katrou court à travers les rues de Hanoï. Derrière lui, les bâtiments brûlent. Devant lui, d'autres soldats fétifs français fuient vers le nord. Il compte rapidement dans sa tête. Combien d'hommes peuvent encore se battre? Combien ont des armes? Combien vont survivre à cette journée? Les chiffres ne sont pas bons. Mais Katrou refuse d'abandonner. Il a prévu cette attaque. Maintenant, il doit sauver ceux qui peuvent l'être. À la sortie de la ville, Katrou trouve un groupe de soldats perdus. Ils sont 23 hommes. Certains sont blessés, d'autres ont perdu leurs armes dans la panique. Un jeune sergent le reconnaît. Il demande ce qu'ils doivent faire. Katrou regarde vers les montagnes au nord. Ces montagnes s'appellent le Tonkin. Elles sont hautes et couvertes d'arbres épais. Personne ne connaît bien ces montagnes, sauf les gens qui y vivent depuis toujours. Katrou dit aux hommes de le suivre. Ils vont aller dans les montagnes. Là-bas, ils pourront se cacher et se battre d'une autre façon. Pendant 3 jours, ils marchent vers le nord. D'autres soldats belés français les rejoignent sur la route. Un groupe de 50 hommes vient de Haiphong. Un autre groupe de 30 hommes arrive de Langson. Bientôt, Katrou commande 800 hommes. Mais ils ont très peu de matériel. Seulement 12 mitrailleuses, 3000 cartouches de munitions, quelques grenades, de la nourriture pour 5 jours. Ce n'est pas une armée, c'est un groupe d'hommes fatigués et affamés qui fuient vers les montagnes. Le 4e jour, ils arrivent près de la ville de Kaobang. C'est une petite ville au pied des montagnes. Katrou s'arrête ici. Il regarde les montagnes qui s'élèvent d'enrôler devant lui. Elles sont immenses. Les arbres sont si épais qu'on ne voit pas le ciel. Des chemins étroits serpentent entre les rochers. Katrou
comprend quelque chose d'important. Dans ces montagnes, une petite armée peut battre une grande armée. Si on connaît le terrain, si on utilise les bonnes tactiques, si on accepte de se battre différemment. Mais Katrou ne connaît pas ces montagnes. Il a besoin d'aide. Dans un village près de Kaobang, il rencontre le chef des Hmong. Les Hmong sont un peuple qui vit dans ces montagnes depuis des centaines d'années. Ils connaissent chaque sentier, chaque grotte, chaque source d'eau. Le chef s'appelle Vang Pao. Il a 40 ans. Son visage est marqué par le soleil et le vent. Il regarde Katrou avec des yeux méfiants. Pourquoi devrait-il aider les Français? Les Français sont venus ici comme colonisateurs. Ils ont pris leurs terres. Maintenant, ils ont besoin d'aide. Katrou parle avec honnêteté. Il dit qu'il ne peut pas changer le passé. Il dit que les Japonais vont venir dans ces montagnes. Ils vont prendre le contrôle de tout. Les Hmong vont perdre leur liberté. Vang Pao écoute. Il réfléchit longtemps. Finalement, il dit oui. Il va aider les Français. Mais pas par amour pour la France. Il aide parce que les Japonais sont l'ennemi de tous. 300 guerriers Hmong rejoignent les 800 soldats français. Maintenant, Katrou a une armée de 1100 hommes. Les semaines suivantes, Katrou organise sa défense. Il ne construit pas de fort. Il ne creuse pas de tranchées. À la place, il établit 12 petits camps cachés dans les montagnes. Chaque camp a 70 à 100 hommes. Les camps sont éloignés les uns des autres. Entre eux, il y a 5 à 8 kilomètres de forêt dense. Les Hmong montrent aux Français comment se déplacer silencieusement dans la jungle, comment trouver de l'eau, comment reconnaître les plantes comestibles, comment poser des pièges. Katrou change complètement la façon de combattre. Il dit à ses hommes d'oublier ce qu'ils ont appris à l'école militaire. Ici, ils ne vont pas tenir des positions. Ils ne vont pas attaquer en ligne droite. Ils vont frapper vite et disparaître. Ils vont tendre des embuscades. Ils vont utiliser le terrain comme une arme. Certains officiers plus âgés protestent. Ils disent que ce n'est pas digne de l'armée française. Katrou les regarde droit dans les yeux. Il dit que la dignité ne compte pas quand on est mort. Le premier test arrive en avril 1945. Une colonne japonaise monte vers Kaobang. Il y a 200 soldats japonais. Ils marchent sur la route principale. Leurs bottes font du bruit sur les pierres. Ils chantent des chansons de guerre. Ils sont confiants. Ils pensent que les Français ont tous fui vers la Chine. Ils ne savent pas qu'ils sont observés. Katrou et 80 hommes attendent dans les arbres au-dessus de la route. Ils sont parfaitement silencieux. Les Japonais passent en dessous. Katrou lève la main. Il la baisse d'un coup sec. Les mitrailleuses ouvrent le feu. Les grenades explosent sur la route. En 30 secondes, 50 soldats japonais tombent. Les autres courent pour se mettre à couvert. Ils tirent vers la forêt, mais ils ne voient personne. Les Français sont déjà partis. Ils courent à travers les arbres vers un autre camp. Les Japonais essaient de les suivre. Mais ils se perdent dans la forêt. Après 2 heures, ils abandonnent. Ils retournent à leur base. Ils ont perdu 50 hommes. Les Français n'ont perdu personne. Cette victoire change tout. Les autres camps français commencent à utiliser les mêmes tactiques. En mai 1945, 15 embuscades réussissent dans les montagnes du Tonkin. Les Japonais perdent plus de 200 hommes. Ils deviennent nerveux. Ils ne marchent plus en chantant. Ils sursautent au moindre bruit dans les arbres. Un officier japonais écrit dans son journal. Son nom est colonel Nakamura. Il commande la 21e division. Il écrit que ces Français sont différents. Ce ne sont pas les mêmes hommes qui ont perdu en France en 1940. Ces hommes connaissent la jungle. Ils frappent et disparaissent comme des fantômes. Ils refusent de se rendre. Nakamura écrit qu'il faut 6000 soldats pour contrôler une région que 100 Français tiennent avec leur tactique. À Londres,
Un officier britannique entend parler de ce qui se passe dans les montagnes du Tonkin. Il s'appelle Major Trevor. Il travaille pour les services secrets britanniques. Trevor comprend que ces Français font quelque chose d'important. Ils retiennent des milliers de soldats japonais. Ces soldats ne peuvent pas aller se battre ailleurs. Trevor décide d'aider. Il organise des parachutages. La nuit, des avions volent au-dessus des montagnes. Il largue des containers attachés à des parachutes. Dans ces containers, il y a des armes, des munitions, des médicaments, de la nourriture. Le premier parachutage apporte 2 tonnes de matériel. Le deuxième en apporte 3 tonnes. En 45 jours, 18 tonnes de matériel tombent du ciel. Quatrou et ses hommes récupèrent tout. Maintenant, ils ont assez de munitions pour se battre pendant des mois. Les Japonais pensaient nettoyer cette région en 48 heures. Maintenant, 11 semaines ont passé. 437 soldats japonais sont morts dans les montagnes. Les Français tiennent toujours. Quatrou mesure chaque victoire en jours gagnés. Chaque jour que les Français survivent est un jour de moins avant la fin de la guerre. Il sait que le Japon est en train de perdre. Il faut juste tenir encore un peu. Les chiffres racontent une histoire incroyable. Avant que Quatrou commence sa guérilla dans les montagnes, seulement 8 soldats français sur 100 survivaient quand ils étaient isolés. Maintenant, avec les nouvelles tactiques, 64 sur 100 survivent dans les zones montagneuses. C'est 8 fois mieux. Ces nombres voyagent vite. D'autres groupes de soldats français entendent parler des succès de Quatrou. Ils viennent le rejoindre dans les montagnes. En mai 1945, 3000 soldats français utilisent les mêmes tactiques à travers tout le nord de l'Indochine. Les Japonais doivent réagir. Ils envoient plus de troupes, beaucoup plus. 12 000 soldats arrivent dans la région. Leur mission est simple, trouver et tuer tous les Français cachés dans les montagnes. Le général japonais pense qu'avec 12 000 hommes contre 3 000, la victoire sera facile. Il se trompe. Les Français ne se battent pas comme une armée normale. Ils sont partout et nulle part en même temps. La nuit tombe sur les montagnes du Tonkin. L'obscurité est totale. On ne voit pas sa main devant son visage. Les soldats japonais dorment dans leur camp. Soudain, un bruit. Un craquement de branches. Un soldat se réveille. Il écoute. Rien. Peut-être un animal. Il referme les yeux, puis un autre bruit, plus proche cette fois. Le soldat prend son fusil, il regarde dans le noir, il ne voit rien. Son cœur bat vite, ses mains transpirent, puis le silence revient. Un silence lourd et terrifiant. Le soldat ne peut plus dormir. Il reste éveillé jusqu'au matin. Cela arrive chaque nuit. Les Français et les Hmong se déplacent dans l'obscurité. Ils ne tirent pas toujours. Parfois, ils font juste du bruit, juste assez pour empêcher l'ennemi de dormir. Un sergent japonais écrit à sa famille. Il dit que la jungle est leur pire ennemi. Il dit qu'il ne voit que jamais les Français. Les balles viennent de nulle part. Ses amis tombent morts à côté de lui. Mais quand il regarde vers les arbres, il ne voit personne. Il dit que la forêt elle-même semble les combattre. Il dit qu'il a plus peur ici que pendant toutes les autres batailles de la guerre. Dans un village près de Kaobang, les Hmong utilisent un vieux truc. Ils imitent les cris des oiseaux. Un cri aigu signifie que l'ennemi arrive. 2 cris courts signifient danger immédiat. 3 cris longs signifient que la voie est libre. Les Japonais entendent ces cris toute la journée. Ils savent que ce sont des signaux, mais ils ne comprennent pas le code. Cela les rend fous. Ils tirent sur les oiseaux. Mais les cris continuent. Parce que ce ne sont pas vraiment des oiseaux. Les résultats des combats sont impressionnants. Les Français attaquent une patrouille japonaise près de la rivière Rouge. 20 soldats japonais meurent. Les Français perdent un homme. Une autre embuscade sur la route de Langson tue 30 Japonais. Les Français perdent 0 homme.
Les statistiques s'accumulent. En 6 semaines, les Japonais perdent 780 hommes dans les montagnes. Les Français perdent 120 hommes. C'est un ratio de 6 contre 1. Mais à Calcutta, en Inde, le haut commandement français n'est pas content. Le général de Gaulle dirige la France libre depuis Londres. Il reçoit les rapports sur Catroux et ses tactiques. De Gaulle devient très en colère. Il dit que l'armée française ne se bat pas comme des bandits. Il dit que les soldats fêlés français doivent tenir leur position avec honneur. Il dit que se cacher dans les montagnes et tendre des embuscades n'est pas digne. C'est le combat des lâches. De Gaulle envoie un message direct à Catroux. Il lui ordonne de combattre ouvertement ou de se rendre avec honneur. Catroux lit le message. Il le relit 3 fois, puis il le pose sur la table. Il regarde par la fenêtre. Dehors, ses hommes nettoient leurs armes. Ils rient ensemble. Ils sont maigres et fatigués, mais ils sont vivants. Catroux prend une feuille de papier. Il écrit une réponse courte. Il dit qu'il ne peut pas obéir à cet ordre. Il dit que son devoir est de garder ses hommes en vie. Il dit que l'honneur ne nourrit pas les soldats. L'honneur ne bloque pas les balles. L'honneur ne gagne pas les guerres. Il envoie la lettre. Il sait qu'il aura des problèmes plus tard, mais ses hommes vivront. D'autres commandants français n'ont pas le courage de Catroux. À Langueson, une grande garnison française reçoit le même ordre. Le colonel qui commande décide d'obéir. Il refuse d'évacuer vers les montagnes. Il dit que ces 1200 hommes vont défendre la ville comme de vrais soldats français. Ils vont tenir leur position. Ils vont se battre avec honneur. Les Japonais attaquent le 9 mars au matin. En 6 heures, tout est fini. 1100 soldats français sont morts. Seulement 80 survivent pour être faits prisonniers. Le colonel meurt avec ses hommes. Il a son honneur. Mais il a perdu sa vie et celle de 1200 soldats. Quand Catroux entend cette nouvelle, il devient très silencieux. Il pense à tous ces hommes morts. Ils sont morts parce que leur chef pensait plus à l'honneur qu'à la victoire. Catroux serre les poings. Il promet que ces hommes ne mourront pas pour rien. Ils vont survivre. Ils vont continuer à se battre intelligemment. Quelque chose d'inattendu se passe dans les montagnes. Des hommes en noir observent les combats. Ils ne sont ni français ni japonais. Ce sont les combattants Viet Minh. Leur chef s'appelle Ho Chi Minh. Il veut que le Vietnam soit indépendant. Il observe comment les Français se battent contre les Japonais. Il voit les embuscades. Il voit les pièges. Il voit comment une petite armée peut battre une grande armée. Il prend des notes. Ces hommes prennent des notes. Plus tard, ils utiliseront ces tactiques contre les Français eux-mêmes. Les professeurs deviennent les élèves. Les élèves deviendront les maîtres. Les Japonais capturent des documents français après un combat. Ces documents expliquent les tactiques de Catroux. Le général japonais les lit avec attention. Il est impressionné malgré lui. Il dit à ses officiers que ces Français combattent avec une efficacité qui dépasse leurs moyens. 100 Français font le travail de 1000. Ces documents sont envoyés à Tokyo. L'empereur Hirohito lui-même les lit. Il est informé que les Français en Indochine résistent beaucoup mieux que prévu. Cela retarde le déploiement de troupes japonaises vers d'autres fronts. Des soldats qui devraient être aux Philippines ou en Birmanie restent bloqués dans les montagnes du Tonkin. En juillet 1945, juste avant que les bombes atomiques tombent sur Hiroshima et Nagasaki, 4200 soldats français survivent encore dans les montagnes. Ils immobilisent 18 000 soldats japonais. C'est un ratio incroyable. Pour chaque Français, il faut plus de 4 Japonais. Et les Japonais n'arrivent donc toujours pas à gagner. Les sons de la guerre remplissent les montagnes. Le sifflement des balles qui traversent les feuilles, le boom sourd des grenades qui explosent, les cris des hommes blessés, le silence qui suit chaque combat. Dans ce silence, les oiseaux recommencent à chanter. La vie continue.
La jungle ne se soucie pas de qui gagne ou perd. Elle reste là, éternelle et indifférente. Un lieutenant français écrit dans son journal. Il dit que la jungle change les hommes. Il dit qu'il n'est plus le même soldat qui a fui Hanoï en mars. Il connaît maintenant chaque bruit de la forêt. Il peut se déplacer sans faire de bruit. Il peut survivre avec presque rien. Il dit que la jungle l'a transformé en quelque chose de nouveau. Ni vraiment français, ni vraiment Hmong. Quelque chose entre les deux, un soldat de la montagne. Les semaines passent. Chaque jour qui passe est une victoire. Catroux le sait. Le Japon perd la guerre. L'Allemagne a déjà capitulé en mai. Bientôt, ce sera au tour du Japon. Il faut juste tenir, juste survivre un peu plus longtemps. Dans sa tente, Catroux marque chaque jour sur un calendrier. Il compte les jours comme un prisonnier compte les jours avant sa libération. Le 15 août 1945, tout change. L'empereur du Japon parle à la radio. Sa voix tremble. Il annonce que le Japon capitule. La guerre est finie. Dans les montagnes du Tonkin, les soldats français entendent la nouvelle. Certains pleurent. D'autres crient de joie. Ils ont survécu. Après 5 mois dans la jungle, ils vont rentrer chez eux. Catroux reste silencieux. Il regarde ces hommes célébrés. Il devrait être heureux, mais quelque chose le dérange. Il pense à ce qui va se passer maintenant. La guerre contre le Japon est finie, mais une autre guerre commence déjà. Les Français redescendent des montagnes. Ils retournent dans les villes. À Hanoï, à Saigon, les gens les accueillent. Mais l'accueil n'est pas chaleureux. Beaucoup de Vietnamiens ont vu les Français perdre contre les Japonais. Ils ont vu que les colonisateurs blancs ne sont pas invincibles. Maintenant, ils veulent leur indépendance. Ho Chi Minh et ses combattants Viet Minh sortent de la jungle. Ils prennent le contrôle de plusieurs villes. Le 2 septembre 1945, Ho Chi Minh déclare l'indépendance du Vietnam. Une nouvelle guerre commence. Catroux retourne en France en octobre 1945. Il arrive à Paris par un jour gris et froid. La ville est encore marquée par la guerre. Des bâtiments détruits, des rues vides. Les gens ont faim. Ils ont froid. Personne ne se soucie beaucoup de ce qui s'est passé en Indochine. Catroux va au ministère de la guerre. Là, des généraux en uniformes impeccables l'attendent. Ils le font asseoir. Ils lui posent des questions. Certaines questions sont polies, d'autres sont accusatrices. Pourquoi a-t-il désobéi aux ordres? Pourquoi a-t-il combattu comme un bandit? Pourquoi a-t-il travaillé avec des indigènes? Catroux répond calmement. Il dit qu'il a sauvé 4200 vies. Il dit que ses tactiques ont immobilisé 18 000 soldats japonais. Il dit qu'il a fait son devoir. Les généraux se regardent entre eux. Finalement, ils décident. Catroux recevra la Légion d'honneur pour son courage. Mais il recevra aussi un blâme dans son dossier pour désobéissance. C'est un compromis. Catroux est à la fois un héros et un problème. On lui demande d'écrire un rapport complet sur ses tactiques. Catroux passe 3 mois à écrire. Son rapport fait 147 pages. Il explique tout. Comment organiser une armée de guérilla. Comment utiliser le terrain. Comment gagner le soutien des populations locales. Comment survivre avec peu de moyens. Comment frapper l'ennemi encore et encore sans jamais l'affronter directement. C'est un manuel parfait pour combattre en Indochine. Catroux le donne à l'état-major en janvier 1946. Ils le mettent dans un tiroir. Ils ne le lisent jamais vraiment. En 1946, la guerre commence officiellement entre la France et le Viet Minh. Les généraux français envoient n'importe quoi des troupes. Beaucoup de troupes. Ils construisent des compromis de grands forts. Ils tiennent des positions fixes. Ils combattent comme on a toujours combattu, avec des lignes de front, avec des batailles rangées, exactement comme Catroux leur a dit de ne pas faire. Le Viet Minh utilise les tactiques que Catroux a utilisées contre les Japonais. Ils tendent des embuscades. Ils disparaissent dans la jungle. Ils frappent
et s'enfuit. Les Français perdent de bataille après bataille. En 1950, une catastrophe arrive à Cao Bang. C'est la même région où Catroux s'était battu 5 ans plus tôt. Une colonne française essaie de se retirer de la ville. 6000 soldats marchent sur la route. Le Viet Minh les attend dans les montagnes. C'est exactement ce que les Français avaient fait aux Japonais. Mais maintenant, les rôles sont inversés. Le Viet Minh tire depuis les hauteurs. Les Français ne peuvent pas s'échapper. En 3 jours, 4000 soldats français meurent. C'est un désastre total. Catroux lit les nouvelles dans son appartement à Paris. Il ferme le journal. Il met sa tête dans ses mains. Tout cela aurait pu être évité. Les années passent. La guerre continue. En 1954, arrive Dien Bien Phu. Les Français construisent un énorme camp dans une vallée entourée de montagnes. Ils entendent que le Viet Minh ne pourra jamais amener de l'artillerie dans ces montagnes. Ils se trompent. Le général Giap fait traîner des canons à travers la jungle par des milliers d'hommes. Les canons arrivent dans les montagnes. Ils tirent sur le camp français en bas. Les Français sont piégés. Après 57 libés de jours de combat, 13 000 soldats français se rendent. C'est la fin. La France perd l'Indochine. Catroux lit sur Dien Bien Phu. Il apprend que le général Giap a étudié les combats de 1945. Le manuel de tactique de Giap contient des sections entières sur les embuscades dans les montagnes, sur comment utiliser le terrain, sur comment vaincre un ennemi plus fort. Ce sont les mêmes tactiques que Catroux avait développées, les tactiques que l'armée française avait refusé d'utiliser. Maintenant, ces tactiques détruisent l'armée française. L'ironie est cruelle et amère. Catroux prend sa retraite de l'armée en 1955. Il a 45 ans. Il est encore jeune. Mais il est fatigué. Fatigué de voir les mêmes erreurs répétées. Fatigué de voir des hommes mourir pour rien. Il achète une petite maison dans le sud de la France. Il vit tranquillement. Il ne parle presque jamais de la guerre. Quand des journalistes viennent le voir, il refuse de parler. Il dit que le passé est le passé. Les années deviennent des décennies. Le monde change. L'Indochine devient le Vietnam. Une autre guerre éclate là-bas. Cette fois, ce sont les Américains qui combattent. Ils font les mêmes erreurs que les Français. Ils construisent de grandes bases. Ils tiennent des positions fixes. Ils refusent d'apprendre. Le Viet Minh, maintenant appelé Viet Cong, utilise toujours les mêmes tactiques, les embuscades, les pièges, la guérilla. Les Américains perdent aussi. Catroux regarde tout cela à la télévision. Il a maintenant 60 ans. Ses cheveux sont gris, son dos est courbé, mais ses yeux sont toujours vifs. Il voit les hélicoptères américains tomber du ciel. Il voit les soldats perdus dans la jungle. Il voit l'histoire se répéter encore et encore. Il éteint la télévision. Il ne peut plus regarder. En 1982, Catroux meurt dans son sommeil. Il a 72 ans. Quelques amis viennent à son enterrement. Pas de généraux. Pas de cérémonies officielles. Juste un petit groupe de personnes qui l'ont connu. Dans les journaux, son obituaire fait 3 lignes. Ancien capitaine de l'armée française. Décoré de la Légion d'honneur. Décédé, paisiblement, c'est tout. Personne ne mentionne les montagnes du Tonkin. Personne ne mentionne les 4000 vies qu'il a sauvées. Personne ne mentionne qu'il avait compris comment gagner la guerre. Avant de mourir, Catroux a donné toutes ses archives aux archives nationales, ses rapports, son journal, ses lettres. Tout est mis dans des boîtes. Les boîtes sont fermées. Par la loi, elles ne peuvent pas être ouvertes avant 23 ans. En 2005, un historien demande à voir les archives Catroux. On lui donne les boîtes. Il les ouvre. Il commence à lire. Il lit pendant des jours. Il est stupéfait. Tout est là. Tous les avertissements avant l'attaque de mars 1945. Toutes les tactiques qui auraient pu sauver l'Indochine française. Tous les conseils que personne n'avait écoutés. L'historien
écrit un livre. Le livre raconte l'histoire de Catroux. Il explique comment un homme avait trouvé la solution, comment cet homme avait été ignoré, comment des milliers de soldats étaient morts parce que les généraux étaient trop fiers pour apprendre. Le livre sort en 2007. Il gagne des prix. Les gens lisent enfin l'histoire vraie. Mais c'est trop tard pour changer quoi que ce soit. Les soldats sont morts depuis longtemps. Les guerres sont finies. L'Indochine n'existe plus. Le Vietnam est maintenant un pays indépendant. Les leçons sont apprises trop tard. Comme toujours dans l'histoire. Les soldats japonais qui avaient combattu dans les montagnes du Tonkin en 1945 avaient écrit dans leurs journaux que les Français combattaient comme des démons, qu'ils étaient invisibles, qu'ils connaissaient chaque pierre de la montagne, qu'ils refusaient de se rendre. Ces soldats japonais avaient respecté leurs ennemis. Ils avaient reconnu que ces Français étaient dangereux, non pas à cause de leurs armes ou de leur nombre, mais à cause de leur capacité à s'adapter. C'est la grande leçon de l'histoire de Catroux. L'adaptation gagne les guerres. Pas l'honneur, pas la tradition, pas les grandes théories militaires. L'adaptation. La capacité de changer quand le monde change. La capacité d'apprendre de ses erreurs. La capacité d'écouter ceux qui voient les choses différemment. Les institutions n'apprennent pas facilement. Elles préfèrent suivre les vieilles règles, même quand ces règles mènent à la défaite. Dans une petite bibliothèque militaire à Paris, le rapport de Catroux de 147 pages repose sur une étagère. Parfois, un jeune officier le trouve. Il le lit. Il est impressionné. Il se demande pourquoi personne ne lui a enseigné ces choses à l'école militaire. Puis il retourne à ses cours. Il apprend les vieilles méthodes. Le cycle continue.